Mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, c'est un honneur et un plaisir d'être ici ce soir pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. C'est avec une émotion particulière que je vous accueille à la deuxième édition de Startup Grind à Clermont-Ferrand. Émotion particulière car c'est ici que j'ai débuté ma carrière et je partage avec vous un projet qui me tient à cœur. C'est formidable de voir des visages familiers, certains de ceux qui ont déjà assisté à notre premier événement de Startup Grind. Mais il est autant enthousiasmant de voir de nouveaux visages de tout l'âge en venant de différents horizons professionnels, ce qui est fondamental pour nous. Je vais me présenter rapidement, puis je présenterai le concept de Startup Grind à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous dis enfin comment les choses vont s'enchaîner ce soir. Je m'appelle Anya et je suis la fondatrice de l'association Startup Grind à Clermont-Ferrand depuis 1 an. Startup Grind est le concept qui est né à Silicon Valley. Il est constitué le plus grand communal de Startup Grind dans de plus de 200 villes à travers le monde, alimenté par Google pour les entrepreneurs. Donc c'est Google qui met en place tous les moyens utilisés et qui facilite notre travail. Notre but, c'est d'organiser des événements en accueillant des innovateurs, entrepreneurs et éducateurs qui partagent les enseignements appris dans la voie de création de grandes entreprises. Connectés, inspirés et motivés sont les thèmes qui nous ont accompagnés depuis des années. Après ces discours d'ouverture, nous passerons environ 45 minutes de notre conférence à assister à une petite interview questions-réponses réalisée avec notre intervenant et mon collègue. Et les dernières 15 minutes seront à vous de poser des questions directement à notre invité. Donc c'est à vous de jouer. La dernière partie est la partie la plus importante du concept clé du Startup Grind, c'est une partie de réseau et de networking, mise en place justement la porte d'entrée de cette table sombre. Alors, ce qu'on dit simplement, la plus grande opportunité et la meilleure idée qu'on puisse avoir, venant de l'endroit le plus attendu. Nous cherchons ici à vous inspirer pas seulement pour les biais de notre discours, mais aussi grâce à l'art que vous voyez et le petit détail soigné avec beaucoup d'amour. Nous avons donc beaucoup de gens à remercier. Je tiens à remercier nos associés et nos partenaires pour cette deuxième édition, Turing Wonder et notamment M. Tristan Colombé, pour l'endroit magnifique et notre directeur qui s'occupera de la partie networking et réseau, la culture du vin et de la truffe qui a mis en disposition ces produits régionaux. Nous sommes très reconnaissants envers tous ces gars à vos soutiens qu'on puisse avoir pour mettre cet événement en place. Je tiens à remercier aussi quelqu'un qui est là, qui n'est pas seulement un ami, mais un collègue aussi, en premier lieu, Alain Knick et son équipe pour la confiance qu'il m'a témoignée et pour m'avoir dédié tout ce talent et ses compétences à ces projets. Je tiens à remercier aussi notre intervenant et notre invité, M. Tristan Colombé, qui a participé et qui a accepté de nous donner son temps et qui est venu ici partager avec nous son parcours professionnel. Et finalement, je tiens à remercier vous tous d'être là, de me permettre de grandir professionnellement à côté de vous en me donnant l'opportunité de partager cette expérience avec vous. Merci donc à tous ces partenaires et à vous tous. Et avant que je laisse la parole à mon collègue, permettez-moi de vous souhaiter une bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Tristan Colombé. Bonsoir. Dans un premier temps, vous voulez justement, comme l'a dit Anya, vous remercier pour l'invitation dans les lieux de Turing 22. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Turing 22 ? Bon, déjà, c'est un plaisir. Merci à tous pour votre venue ce soir. Turing 22, c'est un cowork, c'est un espace ouvert pour tous les entrepreneurs qui sont indépendants ou des entreprises de taille plus importante qui ont envie de venir profiter de conditions de travail un peu nouvelles, un peu différentes, très souples, et puis aussi d'un espace pour des potentiels. C'est ouvert à tous, donc que ce soit pour des soirées comme celle-ci ou si vous-même vous animez des associations où en faites partie, n'hésitez pas à vous adresser à nous, on sera ravis de vous accueillir. Alors justement, les entrepreneurs, vous êtes un entrepreneur depuis le tout jeune âge. On va en parler justement. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts? Je sais que vous avez commencé à la limite de la majorité à 18 ans. Oui, effectivement. Moi, je
Je suis tombé dans l'informatique tout petit, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la programmation quand j'étais en collège, en 5e. Donc j'ai découvert cet univers grâce au club informatique du collège. Mais c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Dès que j'ai eu les possibilités techniques de le faire, j'ai développé mes premiers logiciels quand j'étais en début de lycée, et puis après mes premiers essais sur Internet. J'avais participé à des projets, notamment les premières pages HTML à l'époque pour le lycée. Et puis rapidement j'ai fait des différents essais, dont un qui a été en fait un simple petit tirage au sort financé par la publicité, qui se faisait donc directement à mon premier site internet, et qui du coup a eu du succès, a rencontré de plus en plus d'inscrits, m'a permis d'offrir les premiers petits lots, des souris, des tapis de souris, des petites choses, mais qui du coup étaient le début, et puis qui sont vraiment accélérés, jusqu'à ce que après mon bac, je suis venu à Clermont-Ferrand à ce moment-là. J'étais originaire de la Loire et je suis arrivé ici pour faire un DUT informatique au CESO. Et je m'occupais du coup des débuts des débuts de Pricey à l'époque, encore en tant que mineur. Donc mes premiers revenus étaient simplement sur la déclaration de revenus de mes parents. Et quand en fait, à l'aube des vacances d'été, entre ma première et ma seconde année de DUT, j'ai eu une opportunité. J'ai eu un contact avec une entreprise qui souhaitait acheter ma base de données de joueurs. Bon, alors à l'époque, on ne parlait pas de RGPD, donc ça posait problème à personne. Aujourd'hui, ce serait un peu différent, mais à l'époque, c'était normal. Et la discussion se fait, on avance, il m'envoie une proposition de contrat pour céder la chose. Et à ce moment-là, quand je leur renvoie, ils découvrent que du coup j'agissais en tant que particulier, que j'avais pas de société ou quoi que ce soit, et ils disent non, c'est pas possible, on peut pas acheter quand même une base de données à un particulier. Bon, je leur dis mais si je crée une société, est-ce que ça résout le problème? Oh bah oui, d'accord, très bien. Et donc du coup j'ai consacré en fait les fameuses vacances d'été tout simplement à créer ma première société, ma première SARL, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas encore être auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Donc j'ai créé ma première SARL avec 50 000 francs, ça dit l'époque, de capital, constitué en fait avec mes tout premiers revenus. Et ça a été le point de départ un peu inattendu de cette aventure entrepreneuriale. Et justement, est-ce que vous avez eu du soutien à ce moment-là, que ce soit vos parents, la famille, des amis, qui vous ont justement juste soutenu et motivé dans l'aventure? Là en fait, pas vraiment, mais dans le sens où il faut vraiment imaginer l'image d'Épinal du geek, enfermé dans sa chambre du matin au soir, à faire sur les ordinateurs. Donc du coup, j'ai pas eu spécialement de soutien. J'avais bien sûr l'encouragement bienveillant de mes parents, mais en dehors de ça, vu que j'avais pas de réseau, ni cherché quoi que ce soit, les seuls contacts extérieurs que j'ai eu à faire, c'était plus les regards un peu surpris et étonnés au greffe du tribunal de commerce, à la banque, de voir ce jeune qui débarque avec pas forcément un business plan ou autre, mais comme finalement mon activité elle a été rentable dès le premier jour, puisque j'amenais les fonds, j'étais tout seul, j'avais pas de salariés, les premiers stocks de cadeaux je les mettais sous mon lit, finalement c'était une structure de coût plutôt saine et qui en fait a permis un autofinancement complet de la croissance. Et justement à ce moment-là, est-ce que vous avez réfléchi ou vous êtes lancé d'un coup, ou vous avez réfléchi, vous avez quand même des craintes ou pas du tout? Non, mais il faut imaginer que le contexte est un peu particulier. Je n'avais pas fait du tout de formation, je n'étais pas spécialement prêt chez l'entreprise. J'ai créé cette entreprise parce que c'était nécessaire à ce moment-là pour obtenir le contrat que je convoitais. Mais je n'étais pas inquiet dans la mesure où j'avais déjà les revenus. Donc je savais que comme j'avais aucune charge en face que je ne maîtrisais pas, ni aucun coût fixe, je n'avais pas d'inquiétude sur le fait que ça puisse être rentable, mais dans des toutes petites proportions. Et justement, la semaine type d'un jeune entrepreneur de 18 ans, est-ce que je pense pas que ça soit la même d'un jeune de 18 ans? En général, c'est soirées, copines, etc. Vous, c'était quoi? Ah non, quand je disais geek, non, les soirées de DUT, c'était pas trop mon truc. Donc on m'y a pas vu beaucoup. Non, moi je faisais tout simplement j'allais faire mes cours le jour, et puis à l'instant même où les cours étaient finis, je rentrais chez moi. C'était du coup une grosse partie de la nuit sur l'entreprise. C'est une époque où j'ai pas dormi beaucoup, mais ça me plaisait, je m'éclatais. Et donc du coup, c'était un beau pari parce que l'entreprise a commencé à décoller. Est-ce que vous vous souvenez encore du premier jour où vous avez embauché votre premier salarié?
Oui, alors en fait, ça s'est fait. Donc j'ai terminé mon DUT, puisque mes parents tenaient vraiment à ce que du coup j'aille au bout du diplôme, et ils avaient bien sûr raison. Donc j'ai terminé mon DUT, puis après j'ai pu me consacrer à 100% à l'entreprise. Et puis, à peu près un an plus tard, je reçois un jour une candidature de quelqu'un qui cherchait un stage. Alors, je me demande bien comment elle avait bien pu me trouver. Pour le coup, j'étais visible nulle part, et je travaillais encore de chez moi. Mais cette personne s'est montrée particulièrement tenace et insistante, parce que je disais, non, mais j'ai besoin de personne, là, et puis j'ai pas d'opportunité d'emploi à créer. Mais elle a vraiment su me convaincre, bien oui, je pourrais vraiment être utile sur de l'assistanat, sur du coup aussi, elle avait fait des débuts en graphisme. Puis je me suis laissé convaincre, ça a été le début de ce qui ne devait être qu'un stage. Et bien sûr, comme du coup c'est une belle histoire, mais c'est vrai, elle est devenue ma première salariée, puisque du coup je l'ai embauchée en CDI à l'issue du stage, et ça a été le vrai point de départ, parce que j'ai découvert qu'en travaillant à plusieurs, c'est fou comment on avance plus vite. À l'époque de Pricey, de la création de Pricey.com, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait rien de ça pour faire connaître soit une entreprise, soit justement un site internet. Comment vous avez fait justement pour communiquer autour ? La clé, ça a été en fait un mécanisme de parrainage. Alors aujourd'hui, ça peut paraître galvaudé, mais à l'époque, c'était encore très nouveau. Tout simplement, une personne qui s'inscrivait sur Pricey pouvait inviter ses amis avec un code de parrainage. Et pour toute personne qu'elle invitait, elle allait toucher un bonus correspondant à 15% de ses gains sur le site. Et comme tout le fonctionnement du site reposait sur des jeux, on avait dépassé le petit tirage au sort, mais c'était des petits jeux interactifs où tous les jours on venait accumuler des bulbs qu'on pouvait après convertir en cadeaux, le système était super incitatif parce que vous étiez limité dans vos parties journalières. Si vous invitiez vos amis, vous alliez plus vite et vous pouviez viser plus vite des cadeaux plus importants. Et ça a été un levier absolument énorme, puisque pendant les 6 à 7 années qui ont suivi, il n'y a pas eu un euro de dépensé en marketing. Toute la viralité, toute la croissance s'est fait uniquement avec ça. Et justement, si vous devez recommencer avec Pricey, mais vraiment en 2019, est-ce que vous utiliserez la même technique ou plus les réseaux sociaux ? Voilà, ça changerait tout. Depuis, entre effectivement les réseaux sociaux et tous les supports mobiles et autres, ce serait forcément un projet complètement différent. Il n'a pu fonctionner parce qu'il a été lancé dans ce format à cette époque. J'ai eu la chance d'être vraiment au bon moment, pile au moment où l'équipement arrivait dans les foyers, où les jeunes se mettaient dessus, et avec les tout débuts de l'arrivée de la DSL, de la généralisation des connexions au débit. Alors, en même pas 5 ans, vous passez de 0 à 150 salariés. Votre réaction à ce moment-là, est-ce que... Du coup, ça s'est fait de manière, effectivement, il n'y a pas eu un gros coup d'accélérateur. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu une croissance phénoménale qui s'est suivie pendant plusieurs années, où le chiffre d'affaires faisait plus que doubler tous les ans. Donc tout s'accompagnait, les effectifs, le développement. Et c'est en 2007 que du coup, on est arrivé dans le bâtiment dans lequel on est ici, qui au départ, dans sa première aile, a été le siège social de Pricey. On avait aussi une unité logistique qui était installée à Romagna. Pour vous donner un ordre d'idée, du coup, on envoyait 15 000 cadeaux par semaine. On était devenu le plus gros client de la Poste en Auvergne, tout passait par eux. On n'avait pas encore les logisticiens de l'époque. Et du coup, le site a compté jusqu'à 30 millions de jours inscrits. Voilà, ça s'est beaucoup développé. Et votre état d'esprit à ce moment-là, est-ce que vous souhaitez développer beaucoup plus ou... C'est là où d'un seul coup la réalité rattrape. Le fait que sur une croissance comme celle-ci, j'ai aussi, n'ayant pas forcément ni l'expérience ni le recul en tant que chef d'entreprise, j'ai commis un sacré paquet de bêtises. Porté en fait par la croissance, tout paraît facile, tout paraît aisé, et on ne fait pas forcément que des bons choix. Et c'est pile dans cette période-là, arrivé juste après du coup 2007, que d'un seul coup, la croissance insolente qu'on avait avec facilité a commencé à fléchir un petit peu, et où le poids de toutes les décisions prises, de manière peut-être par certaines fois un peu prématurée, se sont mises à coûter cher. Et justement, les peurs et tout, comment vous avez réussi à gérer ? Alors, la première chose, en fait, ça s'est manifesté d'abord par des problématiques, on va dire, d'organisation interne. En étant monté comme ça très très rapidement en nombre de salariés, le recrutement avait été fait de manière peut-être pas assez poussée, et surtout tout le monde avait des profils trop similaires. On avait une moyenne d'âge qui, sur 150 personnes, était dans les 22-23 ans. Donc c'était très 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 junior. Beaucoup de gens dans l'entreprise, c'était leur premier poste. Il y avait plein de choses qu'on faisait qui en fait leur paraissaient complètement normales,
ils n'avaient pas forcément eu une expérience antérieure avant, et du coup, parfois les aspirations pouvaient être assez déconnectées de ce qui peut se faire dans la vraie vie. Autre grosse erreur, c'est que tout le management, tous les étages de management qui se sont mis en place ont été faits uniquement avec de la promotion interne, avec des gens qui, comme moi, n'avaient pas de formation ni en management, ni en gestion. Bon, ben, je vous laisse imaginer que du coup, ensuite, rapidement, on s'est retrouvé avec une hiérarchie, une organisation qui du coup n'était pas assez bien rodée, qui s'étouffait sur elle-même, des cycles de décision qui se ralentissaient ou qui n'étaient pas forcément pertinents, un manque de KPI, voilà, la liste est longue, hein, tout ce qu'on peut faire quand du coup c'est pas encore bien géré. Alors maintenant, pour répondre à la question du coup de qu'est-ce qui s'est passé derrière, deux choses. La première réaction, ça a été pour le coup une bonne idée, de faire appel à du coup des consultants externes pour déjà auditer la situation, mettre justement des mots sur ce qui fonctionnait, mais surtout ce qui ne fonctionnait pas, la perception interne, tous les manques structurels qu'on pouvait avoir, et avec le RAID, on a pu retravailler l'organigramme, travailler l'organisation et surtout lancer des recrutements sur des postes clés en management qui manquaient. Alors après, en 2012, vous êtes approché par un groupe international qui va souhaiter acheter Prezi.com. Alors peut-être avant 2012, peut-être malheureusement juste après cette structuration. Là par contre, il y a eu plusieurs erreurs stratégiques sur notamment des choix de produits. Et là, le chiffre d'affaires a commencé à vraiment baisser. Et du coup, en 2009, il a fallu faire un plan social. Et là, le premier plan social de ma vie, qui a été d'un seul coup un plan social d'ampleur, parce qu'entre-temps, on avait un CE, on avait même un syndicat, CGT pour ne pas les nommer. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé confronté brusquement à un retournement de situation assez violent. J'ai connu mes premières grèves, les premiers, quand du coup les caméras télévision viennent, mais plutôt pour parler du coup de la grève qui est devant les portes que des réussites. Un retournement assez fort. Ça a été vraiment difficile, mais c'était clairement la période dans laquelle j'ai le plus appris. On apprend bien plus dans les périodes difficiles en fait que quand tout va bien. Et justement, comment vous avez réussi à tenir, à pas baisser les bras, vous dire c'est bon, je laisse tout tomber? Après, j'ai toujours été de nature plutôt persévérante, donc ça, pour le coup, ça m'a effectivement aidé. Et puis ensuite, dans cette période de difficulté, la vraie chance, ça a été de pouvoir vous retrouver dans l'équipe, dans les personnes qui étaient là, ceux qui ont ensuite été vraiment les moteurs de la reconstruction, ceux qui ont été dans le bon camp, dans ceux qui avaient envie de reconstruire des choses et avec une équipe largement réduite, on est reparti sur une nouvelle fondation, beaucoup plus saine, mais qui ont été les facteurs de ce qui était la recroissance, parce qu'ensuite, à partir effectivement de 2010-2011, le chiffre d'affaires a réaugmenté pour redépasser les plus hauts de 2007 de manière aussi spectaculaire qu'il avait baissé. Alors justement, après on arrivait à 2012. Alors du coup, effectivement arrivé en 2012, donc à ce moment-là, ça faisait déjà 12 ans que j'étais à la tête de l'entreprise, et puis du coup, j'ai eu une opportunité présente effectivement en entrant en contact avec à la fois des fonds d'investissement et puis du coup des potentiels repreneurs industriels, une opportunité du coup de cession. Les discussions se sont faites assez vite et du coup j'ai cédé l'entreprise au groupe Digital Virgo, un groupe international spécialisé dans le divertissement. Et du coup ça s'est fait finalement vraiment rapidement, puisqu'entre les premiers contacts et le moment où la vente s'est faite, il s'est écoulé moins de 6 mois. Ça a été donc vraiment rapide, ça a été un cap important. Pour moi, ça correspondait aussi à une attente. J'avais la sensation au bout de 12 ans d'avoir fait un petit peu le tour. J'avais vécu les très hauts, le plus bas, puis la remontée. Et l'entreprise était arrivée à un stade déjà beaucoup plus mature, avec un management bien installé, bien étagé, et puis du coup, on va dire des opportunités de croissance peut-être plus maîtrisées. Et moi, je ressentais à ce moment-là l'envie de partir sur un nouveau cycle, de me relancer dans quelque chose d'autre, donc ça s'est très bien trouvé. Alors vous avez connu le plus bas avant, justement, est-ce que c'est ça aussi qui vous a un peu poussé à accepter le rachat? Alors le rachat, je n'ai pas eu spécialement accepté, puisque c'était vraiment volontaire, et puis c'était vraiment une belle opportunité, même financièrement en termes de valorisation, parce que ça correspondait à ce moment-là à peu près à la période d'ouverture du marché des jeux, donc l'opérateur qui souhaitait racheter avait aussi des ambitions par rapport à ça. Donc la chose s'est bien faite, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, le fait d'être passé aussi par une période plus difficile,
oui, c'est très formateur. Ça permet aussi de se dire, oula, attention, les tendances peuvent se retourner. Il faut savoir aussi à un certain moment capitaliser sur ses acquis pour pouvoir mieux rebondir. Justement, dans toute vie d'entrepreneur, il y a des réussites et des échecs. Parmi les échecs, il y a peut-être eu le Praxi Café aussi. Oui, dans la grande période d'euphorie 2006-2007, j'ai été atteint par le syndrome de l'entrepreneur qui, à un moment donné, parce que ça a marché, se met à croire que tout ce qui touche va se transformer en or. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais quand effectivement, à ce moment-là, j'avais connu que de la croissance, pas de difficultés, et puis du coup, les articles élogieux dans les médias qui s'enchaînaient, à un moment donné, il y a vraiment un côté grisant et on prend la grosse tête. Et du coup, dans ce moment-là, j'ai aussi fait un certain nombre de projets qui ont été des erreurs, en particulier effectivement des projets de diversification, fort en fait d'une très bonne visibilité de la marque de Praxi et des mascottes qu'on avait créées. On s'est dit, tiens, ça vaut le coup d'aller développer dans des métiers connexes au divertissement. Seulement, ce qu'aujourd'hui je ferais en allant chercher des partenaires, du métier, discuter avec eux, là à l'époque on s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes, pas de problème, et du coup j'ai ouvert un restaurant, puisque du coup j'ai repris ce qui à l'époque s'appelait le Studio Café, un restaurant à côté du Zénith, pour en faire le Praxi Café. Ah, c'était beau, hein, magnifique. Alors là, grande aire de jeu, cybercafé à l'étage, des ordinateurs partout, on a tout refait, c'était absolument ruineux. Et surtout derrière, il n'y avait pas eu l'étude de marché suffisamment sérieuse et solide qui aurait dû être faite. Et on s'est retrouvé avec un produit qui, quand par la suite il a été analysé par des vrais professionnels, mais c'était déjà trop tard, ou sur les audits qui ont été faits, ils se sont dit, vous aurez fait votre truc au Disney Village, ça aurait été parfait. Mais vous êtes à Clermont-Ferrand, dans une zone qui était complètement déserte avec rien autour, et du coup il n'y avait pas assez de marché sur Clermont pour faire une offre aussi orientée enfant-famille. Et du coup, on avait un restaurant qui avait des charges fixes importantes et qui du coup était blindé les mercredis, les vendredis et les samedis, enfin les vendredis soirs et les samedis, ou même les dimanches, mais par contre le reste de la semaine était vide, parce que la clientèle professionnelle, Bubule, Toudou et Coulapic, c'était moyen, et voilà, et du coup on avait quelque chose qui ne pouvait pas tourner. Donc il est resté peu de temps ouvert, puisque je crois moins d'un an et demi après l'ouverture, on a arrêté les frais et on l'a fermé. Et si vous aurez pu retourner en arrière, justement, est-ce que vous aurez ouvert ce Praxi Café, ou est-ce que ça serait quelque chose que... Non, j'aurais été, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais été voir, comme ça a été fait après, des professionnels de la restauration, pour leur présenter l'idée, le concept, voir vraiment avec eux les synergies qu'on avait imaginées, et avoir leur avis vraiment sur la pertinence, la rentabilité de développer quelque chose. Et s'il avait fallu le faire, je pense qu'on aurait pu signer un accord de franchise ou un accord de licence, plutôt que de le développer nous-mêmes, parce qu'on n'en avait ni la pertinence, ni les compétences. Et est-ce que vous avez toujours des contacts justement avec le groupe international qui a racheté Praxi.com? Non, assez peu, parce que du coup, en fait, suite à la vente, eux-mêmes ont aussi commis, je pense qu'ils étaient à ce moment-là dans une boulimie de croissance forte, ils ont fait beaucoup d'acquisitions en peu de temps, et je pense qu'ils ont aussi fait un certain nombre d'erreurs de pilotage, notamment ils n'ont pas réussi à mettre un lien entre le management de l'équipe qui est restée ici, parce que j'avais passé les règles en interne, et leurs équipes dispatchées un peu partout, et ils ont du coup eu beaucoup de mal à coordonner un certain nombre de décisions, et du coup ça s'est retourné assez violemment, et en plus, après c'était pas de chance pour eux, le contexte économique n'a pas été bon, puisque rapidement, après la vente, et je l'avais pas anticipé spécialement non plus, il y a eu des lois assez restrictives qui sont passées concernant vraiment le secteur des jeux tel qu'on l'opérait, et le cumul des deux, des nouvelles lois et des difficultés pour eux à les piloter, à faire les bons choix pour l'accompagner, ça a entraîné une rapide baisse du chiffre d'affaires, et du coup, par quelques années après, plan social, délocalisation d'entreprise, donc c'est un vrai regret par contre de voir ce qu'on avait construit qui a disparu aussi vite de cette façon-là. Alors justement, vous avez utilisé cette vente pour créer un fonds d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc effectivement, à l'issue de la vente, j'avais pu vraiment sécuriser de quoi être, on va dire, tranquille, si je puis dire, pour l'avenir, mais j'avais pas du tout l'intention de m'arrêter là. J'étais dans une optique, au contraire, de rebâtir quelque chose, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre l'aventure avec mon directeur financier recruté à l'époque de Praxi, où ensemble, on a monté un fonds d'investissement orienté, donc vraiment fonds d'entrepreneurs,
dans lequel on plaçait vraiment nos propres fonds pour accompagner des entreprises à un stade pas d'incubation, mais juste après, au moment où il faut vraiment, on a les tout premiers chiffres, les premiers proof of concept, et où il faut passer à l'étape de structuration. Donc ça a été une expérience très intéressante parce que d'un seul coup, j'étais de l'autre côté du bureau, plutôt à comprendre les projets, essayer d'apporter ma lecture, mon analyse. Mon associé avait vraiment la dimension chiffre, business plan, et moi vraiment la dimension produit, marketing et autres. Et vraiment, ensemble, on a pu accompagner quelques belles histoires, notamment peut-être l'une des plus connues, pour ceux qui connaissent, c'est Linkso, qui est du coup un agrégateur bancaire, une application mobile qui vous permet aujourd'hui de rassembler les comptes que vous pouvez avoir dans différentes banques, de faire des prévisionnels, etc. Et du coup, on a été très tôt dans l'aventure et ça a été un vrai bonheur de pouvoir les accompagner ainsi que d'autres projets. Et pourquoi avoir fait ce choix justement d'aider les entrepreneurs, de passer un peu de l'autre côté? Déjà, j'ai toujours eu une curiosité naturelle pour la nouveauté, donc j'avais envie de voir différentes choses, de voir d'autres aspects d'entrepreneuriat. C'était aussi du coup une occasion aussi de pouvoir bencher, de pouvoir aller voir un petit peu l'évolution des secteurs en fonction des dossiers qu'on a pu recevoir, voir quelles étaient les tendances, de voir ce qui se faisait, de pouvoir ouvrir le spectre. Et puis aussi une vraie envie de pouvoir aider, de la même façon que j'avais eu la chance de pouvoir moi avoir cette expérience et peut-être profiter d'autres. Alors même pas un an après, vous avez créé Dom Rider. Est-ce que c'était un projet qui était déjà en tête depuis un petit moment? Alors en fait, en même temps, il y avait la partie, bien sûr, il y avait cette partie fonds d'investissement, mais je restais un codeur et j'avais quand même vraiment envie de créer des choses aussi par moi-même, parce que la partie investissement, pour moi, elle s'est vite aussi révélée frustrante, parce qu'on est là pour accompagner le dirigeant, mais même parfois quand on n'est pas forcément toujours d'accord sur la façon de voir les choses, il ne faut surtout pas faire de l'ingérence. On doit rester à sa place. J'avais vraiment envie d'entreprendre, donc en parallèle, j'avais commencé à recruter un premier développeur et à faire des essais sur différentes opportunités de développement. Et effectivement, à un moment donné, l'un de ces essais nous a amené sur le développement de robots destinés à faire du marketing direct, qui rapidement a évolué sur complètement autre chose, par rebond sur du développement d'un domaine expiré, de la capture de noms de domaines expirés qu'on a revendus ensuite. Et là, par contre, ça s'est mis vraiment à marcher. Et du coup, on s'est dit, bon là, il faut vraiment qu'on crée une entreprise à part pour le développer. Et justement, est-ce que vous avez des personnes qui vous ont suivi de l'aventure de Pricey jusqu'à Dom Rider? Ah oui, du coup, effectivement, ensuite, alors pas au tout début, parce que Dom Rider n'avait pas de besoin de recrutement qui correspondait à ça, même si le premier salarié était effectivement a été un ancien de Pricey, mais rapidement par la suite, dès que l'équipe a commencé à s'étoffer, ça a été un vrai plaisir de pouvoir retravailler avec aujourd'hui 4 ou 5 personnes de l'équipe qui sont des anciens de Pricey, et avec qui c'est génial de pouvoir, à travers le temps, pouvoir continuer à travailler avec des gens avec qui on a déjà commencé à travailler il y a plus de 10 ans. C'est très très valorisant et on travaille en confiance. Et justement, à l'époque, quelles étaient les ambitions pour Dom Rider? Bon, alors j'avais pas d'ambition, on va dire, affichée ou mise au départ. On était vraiment dans une optique de saisir une opportunité et effectivement avec une croissance qui a démarré, qui s'est accélérée aussi rapidement. Donc voilà, c'est à nouveau une belle histoire. Le point clé, ça a été la capacité à accepter de changer de modèle. Le fait qu'entre l'idée initiale, comme je disais, de marketing direct via les forums, et mon domaine expiré, en réalité, ça a été vraiment un effet d'opportunité, puisqu'on avait commencé la première activité. Les premiers métriques, c'était bon, mais à un moment donné, se sont mis à plafonner. Et dans l'intervalle, parce qu'on avait eu besoin pour cette première activité nous-mêmes de récupérer les noms de domaine, on a d'un seul coup eu des demandes extérieures de clients qui ont dit « Ah mais tiens, nous ça nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous les vendre ?» C'est là qu'on a découvert qu'il y avait peut-être un autre marché et qu'on a rebondi. Tout ça s'est fait quand même assez vite et la clé, c'était comme ça de pouvoir pivoter assez rapidement le modèle pour pouvoir trouver notre voie, la voie de la croissance. Alors maintenant, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui proposent ce genre de service, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des entreprises qui le proposaient, ou est-ce que c'était vraiment novateur? Alors il y avait à l'étranger, il y avait déjà des entreprises qui le proposaient. En France, il y avait quelques indépendants qui le faisaient, mais pour leur propre compte. Et quand je les avais rencontrés, aucun d'entre eux avait osé vraiment lancer une plateforme ouverte comme la nôtre. Ils avaient peur notamment de l'autorité française, l'AFNIC, qui gère les noms de domaine. Ils n'avaient pas forcément osé se lancer. Alors du coup, moi, ça ne me faisait pas peur. Donc du coup, effectivement, ça a permis de faire un produit qui était vraiment nouveau pour le marché.
Et justement, voilà, comment vous avez trouvé la technique pour le faire évoluer comparé à l'époque de Prezi? Vraiment derrière, c'est les bons vieux principes de l'entrepreneuriat, c'est du test and learn. C'est de l'agilité, c'est des cycles rapides. On développe une fonctionnalité, on teste, on met les KPI en face pour mesurer. Est-ce que comment ça se positionne par rapport à ce qu'on avait estimé? C'est mieux, on continue, c'est moins bien, on cherche, on ajuste. Et on essaye vraiment de faire évoluer le produit en fonction des attentes des clients, en mesurant les performances, en voyant vraiment quels sont les domaines qu'on attrapait par rapport à ceux des autres. Et on avance et on grossit et on va chercher le chiffre. Et justement, maintenant, en 2019, quel est le stade de Dom Rider? Alors, il y a surtout eu en fait un gros bouleversement en fait en 2017 où début 2017, dans le travail de veille qu'on fait au quotidien, on a vu arriver une étape importante dans l'évolution de la technologie blockchain. C'était un des sujets qu'on suivait parmi d'autres, et où on a vu arriver ce qu'on appelle les smart contracts, une technologie qui permet d'exécuter du code informatique de manière décentralisée. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas l'objet de ce soir. Et nous, en tout cas, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et dans le même temps, on a vu émerger ce qu'on appelle les ICO, c'est-à-dire Initial Coin Offering. En gros, c'est des levées de fonds de crypto-monnaie. On peut vraiment faire ça. On a analysé tout ça et à un moment donné, on s'est dit, waouh, là, il y a peut-être vraiment un momentum court où il va y avoir une opportunité d'aller faire quelque chose. Et on a vraiment étudié le sujet très rapidement, on s'est concentré dessus et on s'est dit, oui, on va tenter de porter notre savoir-faire en matière de vente aux enchères, de vente aux enchères de noms de domaine, sur la blockchain, mais en l'élargissant à plus que des noms de domaine. Et pour le financer, on va tenter de faire une ICO, une de ces fameuses levées de fonds. Et en fait, en l'espace de quelques mois, on a vraiment mobilisé toute l'équipe, rassemblé, mobilisé des fonds pour ça, et on a pu lancer ce qui du coup a été une des toutes premières ICO en France, qui a été un succès, puisque du coup on a pu lever par ce biais 7 millions d'euros, sans dilution du tout de capital, et ça nous a permis du coup de financer un tournant complet de la société, où on a, on va dire, pas mal mis de côté, retardé toute la partie activité nom de domaine, parce que du coup à côté on avait cette nouvelle opportunité potentiellement beaucoup plus porteuse qui se présentait, qu'on a voulu creuser. Et personnellement, qu'est-ce qui vous motive le plus justement à évoluer, à faire évoluer vos entreprises? C'est la recherche de croissance, c'est la recherche de nouvelles opportunités, c'est vraiment de s'éclater au quotidien dans ce qu'on fait et d'essayer d'arriver à toujours avoir un coup d'avance, de deviner quelles vont être les tendances de marché. Et même question, quelle est votre plus grande peur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ce serait de décevoir mes collaborateurs, je pense. Ça, j'accorde beaucoup d'importance aux gens avec qui je travaille. J'essaie vraiment de faire le maximum pour qu'ils se sentent bien, qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise, qu'ils s'éclatent dans leur job, qu'ils progressent. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir être à la hauteur de la confiance qu'ils me font en me rejoignant. Et justement, vous avez connu des échecs, mais est-ce que pour vous c'est important de connaître des échecs dans la vie d'un entrepreneur? Ah oui. Oui, comme je disais tout à l'heure, on apprend jamais mieux que de ses échecs. Après, je vais pas vous sortir des tas de citations sur l'échec et sur l'importance que ça a, mais c'est absolument essentiel. Quelqu'un qui a, j'ai oublié de qui est la citation, quelqu'un dans la salle le saura, cette citation qui dit si vous n'avez encore jamais connu d'échec, c'est que vous n'avez pas encore assez essayé. Et c'est tellement vrai. En fait, une vie en plus encore d'entrepreneurs qui aurait connu aucun échec dans lequel il n'y aurait eu que des succès, ça cache quelque chose, parce que soit c'est un gros mensonge, soit c'est que la personne a vraiment eu un bol de fou, mais qu'à un moment ou à un autre, la réalité c'est que pour un projet qui marche, il faut tester 5, 10 fois des trucs qui vont se casser la figure ou qui n'étaient pas les bons. Et justement, est-ce que la création d'une équipe, c'est un grand défi pour un entrepreneur? Alors vous avez eu la chance justement de garder certaines personnes de l'époque de Prezi et de les revoir maintenant, mais est-ce que c'est un grand défi? Oui, c'est un défi absolument essentiel. L'équipe, c'est la clé de tout, parce que c'est vraiment elle qui va vous permettre, en tant qu'entrepreneur, de porter votre projet, de le développer, d'aller plus loin. On peut faire des choses, on peut démarrer des choses seul, mais on a en général très rapidement et très souvent besoin d'une équipe. Et réussir, à constituer une belle équipe,
2, à la fidéliser, la faire évoluer dans le temps et lui permettre d'être dans les meilleures conditions pour exprimer tout son potentiel et tout son savoir-faire, c'est aussi bien le plus grand défi que le plus valorisant quand on réussit. Et quelle serait la qualité que vous recherchez justement dans les personnes qui sont dans vos équipes ou qui souhaiteraient rejoindre votre équipe? Alors aujourd'hui, plus que la compétence qu'a la personne au moment où elle se présente, ce que je recherche avant tout, c'est une capacité en fait à s'adapter. Parce qu'en fin de compte, on est aujourd'hui dans un monde dans lequel les savoir-faire et les technologies ils bougent sans arrêt. Mais ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est la capacité de quelqu'un qui arrive à s'imprégner d'un nouveau sujet, d'un nouveau domaine et à s'immerger dedans. Quand on a commencé à travailler sur les noms de domaines expirés, on n'allait pas dire dans nos annonces qu'on cherchait des gens qui avaient déjà une expérience de 15 ans dans les noms de domaines expirés, ça n'existait pas. C'était forcément des choses nouvelles. Donc on a vraiment privilégié avant tout la capacité à apprendre, et parce que ça va avec la capacité d'autonomie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens dans mon équipe qui ont eu une expérience d'auto-entrepreneur, qui ont eu une expérience de freelance, qui ont eu une expérience d'entrepreneur, parce que du coup, ça fait des profils qui sont bien plus polyvalents, bien plus conscients de comment on passe de la stratégie à l'exécution, et aussi beaucoup plus autonomes, qui restent jamais bloqués face à un problème et qui sont capables, face à un problème, d'aller chercher la réponse, d'aller chercher la solution, d'aller chercher les compétences nécessaires pour la résoudre. Et c'est quelque chose que je privilégie. Et maintenant, quelle est un peu la journée type de Tristan Colombet? Oula, alors ça va vraiment dépendre des moments. Le gros aujourd'hui de mes journées, c'est avant tout le suivi justement des différentes équipes. Je m'astreins, et c'est vraiment important, à faire chaque semaine un point au minimum d'1 heure avec chacun du coup on va dire des managers des différentes équipes pour vraiment les aider, suivre avec eux les problématiques auxquelles ils sont confrontés, amener les bonnes réponses ou les bonnes solutions quand c'est nécessaire, puis après passer vraiment du temps avec eux à élaborer la stratégie, élaborer les lignes produits, mais après le reste du temps, ils ont eux-mêmes toute la liberté, toute l'autonomie nécessaire pour piloter leurs équipes et piloter leurs projets. Donc vraiment déléguer beaucoup. Et après moi-même, je passe aussi beaucoup de temps à l'extérieur, notamment dans les périodes comme aujourd'hui où on est en pleine levée de fonds, où là, beaucoup de déplacements à l'étranger, de déplacements sur Paris. Donc après, ça fluctue un petit peu selon les opportunités de partenariat, d'investissement ou autre. Et justement, comment vous réussissez à gérer un peu le mariage entre vie professionnelle et vie personnelle en tant qu'entrepreneur? C'est un grand défi. Il faut réussir à trouver où est-ce qu'on peut trouver la 25, la 26e et la 27e heure dans une journée. Bon, ça se fait souvent un peu au détriment du sommeil, mais je pense que c'est très important de réussir à garder un équilibre. Alors, il faut savoir gérer des moments, il y a des coups de bourre qui font qu'on est obligé parfois de mettre certaines choses de côté, mais il faut éviter que ça devienne une constante, je pense, et réussir à préserver du temps pour soi, du temps pour ses proches, en même temps que le temps pour le travail, pour arriver à tenir dans la durée. Est-ce que justement aussi vos proches peuvent être une sorte de source de motivation? Ah oui, je pense, enfin en tout cas, mon épouse a toujours été une grande source de soutien. Voilà, soutien dans ce que je faisais, et c'est super important. Mais les proches également, bien sûr, ils sont là pour, je pense, la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est soutenir en tout cas la personne qui se lance dans le fait de dire que ça vaut le coup d'essayer, et que quoi qu'il en soit, même si ça doit finir sur un échec, c'est quand même enrichissant pour la suite. Et pour vous, quelle serait, après on sait qu'il n'y a pas de recette miracle, mais quelle serait la recette justement pour être un bon entrepreneur? Vous êtes vaste comme question. La recette pour être un bon entrepreneur, être curieux, être vraiment curieux, s'intéresser, quel que soit le secteur dans lequel on veut se lancer, jamais lâcher la veille. Toujours aller voir ce qu'ont fait les autres, comment ils font, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quelles sont les tendances du marché, essayer de deviner les tendances à venir, se montrer très très curieux de ce qu'on fait, faire en sorte de soi-même être le plus polyvalent possible pour à un moment ou à un autre ne pas se retrouver avec une compétence sans défaut. Et c'est très rapidement dans le rôle d'entrepreneur, on doit ensuite faire confiance à des collaborateurs qui vont être meilleurs que nous, et c'est très bien sur tous les sujets, le développement, le graphisme, le marketing, la communication, la finance. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est super important d'avoir un minimum de connaissances sur tout pour pouvoir être capable d'arriver à avoir cette vision d'ensemble qui est nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Je ne sais pas si ça constitue une recette, hein, mais c'est comme ça spontanément, peut-être les premiers éléments. Ça peut être premier. Et justement, si dans la salle, par exemple, on a des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas, quel serait le conseil que vous pouvez donner? Ah ouais, surtout ne pas hésiter. Une des choses que j'ai jamais regretté, même si du coup ça s'est fait presque naturellement, c'est d'avoir démarré très très tôt. Déjà parce que plus vous démarrez tôt, plus vous avez de temps. C'est bête à dire, mais du coup, on ne dispose pas du même temps et j'ai pas la même capacité à faire les nuits blanches que j'ai pu faire à 18 ans ou 19 ans où ça me posait aucun problème, où je pouvais être frais le lendemain pour les cours. Là aujourd'hui, j'aurais plus de mal. Et puis c'est vrai qu'ensuite on a une vie de famille, des enfants ou autre, tout ça prend du temps. Et puis quelque part aussi, plus on se lance tôt, moins on a peur de perdre quoi que ce soit. Alors que je vois aujourd'hui sur des collègues qui du coup ont déjà commencé un début de carrière, ont déjà des choses, ils hésitent nettement plus parce qu'ils se disent waouh, j'ai des choses à perdre. Je peux perdre sinon un début de carrière, je peux perdre un niveau de revenu ou des revenus dont j'ai besoin parce que là j'ai déjà pris un crédit sur une maison, etc. etc. Donc globalement, plus on se lance tôt, mieux c'est. Il n'est jamais trop tôt pour démarrer. Alors parfois les entrepreneurs aussi, les personnes ont peur de se lancer parce que justement ils ont les idées mais pas les moyens financiers. Alors est-ce qu'il y a une solution? Alors il existe des solutions. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes sur un projet qui nécessite, quoi qu'il en soit, des fonds pour démarrer, et que vous ne les avez pas forcément, il y a des réseaux d'aide, des réseaux d'entreprendre ou un certain nombre d'autres solutions qui proposent du prêt d'honneur pour pouvoir potentiellement incuber, tester des projets. Donc je pense que ça ne doit pas être un frein. Pour finir, je vais vous demander, est-ce que vous avez une citation qui pourrait un peu définir, qui pourrait vous définir, ou qui vous encourage un peu dans la vie de tous les jours? Une citation. Là, qui me viennent en tête... Soit quelqu'un connu, soit quelque chose, une phrase à vous. Le pire, en plus j'en ai écrit une il n'y a pas longtemps, mais du coup je l'ai pas révisé, donc je l'ai plus en tête. Mais c'est pas mal. J'étais plutôt content de moi. Non, alors peut-être juste une... je saurais pas en citer sa source. J'avais lu ça un jour, j'avais trouvé ça très bien, c'était le côté... on construit rien de grand en regardant le bout de ses chaussures. Au sens que quoi qu'il en soit, si à un moment donné, on ne se donne pas une ambition, après tout, pourquoi pas atteindre tel ou tel objectif, ça c'est sûr que du coup, aucune chance de réussir à l'atteindre. Il faut tester, il faut essayer, il faut y croire à un moment donné, il faut savoir persévérer si on veut pouvoir aboutir à quelque chose. Merci en tout cas. Maintenant, pendant un petit quart d'heure, on va laisser des questions à la salle. Moi, je trouve que quand même, on peut vous applaudir, parce que merci. Ouais. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec les mots simples dont vous avez l'habitude d'user le principe de levée de fonds sans dissolution de capital? Alors, le principe d'une ICO, c'est que l'entreprise va émettre sa propre crypto-monnaie. Vous allez émettre des jetons sur la blockchain qui vont avoir une utilité que vous allez lui attribuer. Nous, dans notre cas, c'était de devenir la monnaie de notre réseau d'enchères, la future monnaie. Et en fait, du coup, ces jetons ont été vendus en échange d'autres crypto-monnaies qui ont déjà un cours. En l'occurrence, dans notre cas, on a vendu donc nos jetons, nos DRT, qu'on avait émis, donc avec un coût de 0 initial, en échange d'Ether ou de Bitcoin. Et à l'issue de ça, et bien du coup, on a vendu les Ethers et les Bitcoins contre des euros. Et tous ceux qui ont acheté des DRT, et le pari est que du coup ce DRT va réussir à se valoriser, et que donc plus tard ils pourront le revendre également sur des échanges pour plus cher qu'ils l'ont acheté, grâce au succès à venir du réseau. Voilà en quelques mots le plus simple. Et donc du coup ça se fait
complètement indépendamment du capital, puisque finalement c'est pas une levée de fonds, ça vient pas dans le capital, ça vient s'intégrer dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Bonsoir. Sans rentrer dans la technique, est-ce que quand même les aspects réglementaires, justement, parce que tout à l'heure vous avez dit que dans une de vos aventures, la réglementation, enfin plutôt ceux qui ont repris Pricey ont vécu des moments difficiles parce que la législation a évolué. Vous, dans votre domaine, comment vous voyez l'évolution du cadre réglementaire ? Alors, tout l'aspect juridique, il est effectivement clé. Et dans le secteur, que ce soit ici au blockchain, il est encore effectivement très neuf. Là, pour le coup, dès le début, dès le lancement, immédiatement, on s'est tourné vers les autorités. Donc, on a, dès le pré-lancement de l'opération, on a été voir, et j'ai été voir l'AMF, on a été voir Bercy, donc on a été voir toutes les instances de régulation pour voir quel était exactement à ce moment-là le cadre en place, la réponse étant aucun. On était vraiment du coup à ce moment-là en tout début, donc en terre inconnue, mais ça nous a permis, avec des accompagnements juridiques, on a travaillé avec plusieurs cabinets spécialisés en fiscalité et en droit, de savoir dans quel cadre on s'inscrivait et qu'est-ce qu'on pouvait se permettre de faire. Et aussitôt qu'on a eu terminé notre opération, on a fait une grande demande de rescrit fiscal dans laquelle on a indiqué toutes les hypothèses sur lesquelles on a travaillé et qu'on a soumis à Bercy pour savoir de quelle manière on devait comptabiliser, parce que c'était très technique derrière, la façon de faire. Ça fait maintenant 1 an et demi, on attend toujours la réponse. Donc entre-temps, on a eu l'occasion de participer à des réunions, enfin le dossier Dom Raider, il fait partie toujours aujourd'hui des sujets chauds, parce qu'on ouvre un peu la voie sur aussi bien au niveau fiscalité, mais aussi l'autorité des normes comptables, l'instance qui pilote les discussions des commissaires aux comptes. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur notre dossier parce qu'ils posent plein de nouvelles questions. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport au lieu où on se trouve en fait. Comment vous est venue l'idée de créer un espace de coworking et comment fonctionne-t-il réellement si par exemple moi en tant qu'entrepreneur je souhaitais profiter de celui-là, quel bail vous faites? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Et comment ça fonctionne un peu plus? Alors, sur l'origine du lieu, en fait, donc une partie, la moitié en fait du bâtiment, je l'avais donc fait construire au départ il y a un peu plus de 10 ans maintenant pour Pricey. Et puis quand ensuite, du coup, Pricey a déménagé ou a réduit la surface nécessaire, on a d'abord eu un premier locataire tiers, et puis ensuite, la ville de Clermont-Ferrand s'est rapprochée de nous. Elle souhaitait vraiment louer tout le bâtiment pour pouvoir y mettre ce qui a été le départ du bivouac. Donc dans cette période-là, j'ai pu découvrir le bâtiment sous un nouveau jour, sous un angle effectivement plus ouvert avec plusieurs entreprises. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de visiter les premiers grands coworking de Clermont-Ferrand, de TAP, qu'il y avait à Paris ou à l'étranger, les premiers WeWork, les premiers Spaces, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et on n'avait pas l'équivalent à Clermont. À Clermont, on avait les premiers coworking, mais beaucoup plus petits, et qui ne permettaient pas d'avoir des bureaux privés qui sont essentiels pour des entreprises un petit peu plus structurées. Donc quand ensuite la ville de Clermont-Ferrand a annoncé son souhait de déménager le bivouac à l'hôtel de région, j'ai vu l'opportunité de pouvoir lancer des travaux. On a pu agrandir parce qu'en plus entre-temps le PLU avait changé, donc la zone qui avant était inondable ne l'était plus. Donc voilà, ça c'est les choix du PLU, donc on a pu agrandir et ça a été l'occasion de me dire voilà, c'était l'occasion de transformer vraiment l'espace pour faire quelque chose de plus ouvert, plus adapté. Donc c'est de là qu'est partie vraiment l'idée. Et ensuite au quotidien, en fait, justement l'idée c'est de ne pas avoir de bail, de ne pas se retrouver engagé ni pour 3 ans, ni pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de bail à signer. Un entrepreneur qui arrive ici, il a juste à signer un bon de commande qui ne l'engage que pour 1 mois. Donc tout se renouvelle au mois le mois, avec un système simple, tout inclus, 200 € par mois pour un poste de travail attribué. Pour ce prix-là, vous avez vraiment un poste installé dans un bureau. Si vous êtes tout seul, vous allez le partager avec 4-5 autres personnes qui auront aussi leur bureau dédié dans ce même bureau. Mais si vous êtes à 3 ou plus, vous avez vraiment un bureau privatif, mais toujours sans aucun engagement. Et qui est il est absolument tout inclus. Donc Internet, le ménage, la sécurité, les cafés, tout.
Bonsoir, j'ai une question donc, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être entrepreneur qu'il y a 10 ans? Est-ce que le contexte a changé, les conditions? Je pense que c'est plus facile de se lancer, parce que du coup c'est beaucoup plus rapide d'un point de vue administratif, beaucoup plus simple que ça l'était à l'époque. Moins de papier, ça va plus vite, et on peut tester des choses. Donc de ce point de vue-là, techniquement c'est plus facile. Je pense aussi que du coup il y a beaucoup plus de structures d'accompagnement que ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Il y a beaucoup plus de réseaux, beaucoup plus de networking, donc de ce point de vue-là c'est facilité. Par contre après, comme il y a aussi beaucoup plus de gens qui se lancent, je pense que c'est aussi plus concurrentiel. Il y a du pour et du contre. Bonsoir. Moi j'avais une question à titre personnel. Est-ce que vous envisagez de rester dans Dome Rider ou est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Est-ce que vous voulez créer une autre société ou est-ce que vous avez d'autres projets? Alors aujourd'hui, ça fait déjà, j'ai déjà pas mal de choses. Du coup, il y a Dome Rider, il y a Turing 22, il y a aussi effectivement le four qui continue. Après, il y a d'autres choses, mais en tout cas, pour l'instant, on va déjà commencer par ça. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse conclure. Merci en tout cas. Merci à vous, merci à tous d'être présents. Maintenant, on va vous inviter à côté pour un petit temps de networking avec justement, comme l'a dit tout à l'heure Ania, un petit buffet préparé par un traiteur partenaire, le comptoir du vin et de la truffe. Merci Tristan, merci à tous.